Si tu ne veux pas aller en maison de retraite, trouve un travail, a dit mon fils. Peu après, une voiture s'est arrêtée. Ces mots résonnaient encore dans le salon quand j'ai entendu le klaxon, dehors. 2 coups, bref, sec. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, sans me presser. À l'intérieur, mes mains tremblaient. À l'extérieur, je continuais de remuer ma cuillère dans le café comme si le monde avait encore un sens. Il ne le savait pas, mais cette phrase avait été la goutte d'eau. Si tu ne veux pas finir en maison de retraite, trouve-toi un travail. Ce n'était pas une suggestion, c'était une sentence. Julien parlait avec cette voix calme, presque douce, comme s'il m'offrait un cadeau et non un ultimatum. Mais je l'ai lu dans ses yeux. C'était décidé. J'étais un poids, un problème à gérer. Sa femme n'a rien dit. Elle est restée assise avec ce petit sourire maîtrisé, croisant les bras comme quelqu'un qui observe un grand ménage se faire. La tasse a craqué dans ma main. Le café refroidit. La gorge se noue. Dans un coin du salon, mes petits-enfants jouent sans comprendre. Manon me regarde avec de grands yeux. Gabriel, le petit, me serre le bras avec force. « Tu t'en vas, grand-mère » J'ai dégluti difficilement. J'ai regardé l'horloge. Le temps semblait figé, étouffant toute la maison. Et puis, le klaxon a retenti de nouveau. Cette fois, plus long, plus grave. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Parce que je savais qui était de l'autre côté de la porte. Et lui, il savait aussi que je n'avais plus rien à perdre. Juste une valise prête. Tout un passé en travers de la poitrine. Et un prénom qui n'appartenait encore qu'à moi. Colette. La femme qu'il pensait pouvoir effacer en silence. Mais qui était sur le point d'être rappelée à leur souvenir, de la manière la plus inattendue. Si vous avez déjà ressenti le poids d'être invisible, cette chaîne est votre refuge. Ici, chaque histoire révèle des vérités que le monde tente de cacher. Je m'appelle Colette, 69 ans, ancienne professeure de lettres, veuve depuis 6 ans. Pendant 30 ans, j'ai formé des esprits. J'ai enseigné Proust, Camus, Simone de Beauvoir. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à la douleur d'être oubliée par ceux qui auraient dû se souvenir le plus. Quand mon mari est mort, c'est mon fils qui m'a invitée. « Viens vivre avec nous, maman. Ce sera mieux pour tout le monde. » Et j'y suis allée. Non par besoin. J'avais ma retraite, mon vieil appartement dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, mais j'ai accepté. Je pensais que c'était de l'amour, et peut-être que ça l'était. Au début, leur maison était pleine de bons bruits, des rires d'enfants, des courses, l'odeur de gâteau dans le four. Je me sentais utile. J'aidais avec les cartables, les devoirs, le déjeuner du dimanche. Nathalie souriait. Julien disait qu'il ne savait pas comment il ferait sans moi. Mais ça, c'est passé. Avec le temps, je suis devenue une ombre, invisible pendant les repas, discrète dans les couloirs, une pièce fonctionnelle dans le grand théâtre de la maison. Nathalie, ma belle-fille, a commencé à tout moderniser. Ces vieilles méthodes ne fonctionnent plus, Colette. Elle a réorganisé les emplois du temps des enfants, a supprimé les gâteaux que je faisais, a retiré mes cadres photos de la bibliothèque. Julien, mon fils, ne remarquait rien, ou feignait de ne rien remarquer. Il a toujours eu peur du conflit. Il préférait le confort de l'omission. Et moi, je me suis tue. Je faisais semblant de ne pas entendre. J'avalais en silence chaque petite exclusion. Mais la nuit, dans ma chambre exiguë, je revivais chaque souvenir comme on caresse un objet rare. La première fois que Julien a dit « maman », le matin où il a eu son bac, le mariage, la naissance de Manon. Chaque souvenir était un fil qui me rattachait au monde. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, il n'y avait plus de fils, seulement un vide grandissant, et une question qui me martelait la poitrine, tout bas, comme une menace. M'aime-t-il encore, ou se contente-t-il de me tolérer? Je ne voulais pas de réponse, mais je savais qu'elle viendrait. Et quand elle viendrait, elle changerait tout. Je n'ai jamais voulu le luxe. Je n'ai jamais désiré la reconnaissance publique, des fêtes en mon honneur ou une plaque sur un mur. Mon désir était simple. Je voulais qu'on me voie. Juste ça. Être perçu comme quelqu'un qui existe, pas comme une employée gratuite, pas comme une obligation affective. Pendant des années, j'ai vécu en croyant qu'il suffisait d'aimer, que celui qui aime vraiment voit, prend soin, remercie. Mais le temps, ce professeur impitoyable, m'a appris autre chose. Il y a ceux qui s'habituent à ce qu'ils reçoivent au point d'oublier d'où cela vient. Et c'est ainsi qu'ils m'ont oublié. Julien,
Mon fils était tout pour moi. Depuis qu'il était petit, je me suis occupée de lui avec une dévotion qui fut peut-être trop aveugle. J'ai renoncé à des vacances, à des chaussures neuves, à des projets de retraite. J'ai fait passer ses rêves avant les miens. Je ne le regrette pas. Mais ça a fait mal. Et aujourd'hui, ça fait encore plus mal de réaliser qu'il n'a jamais compris l'ampleur de tout ça. Mon désir a donc commencé à changer avec le temps. Au début, je voulais juste entendre un « merci ». Un soir, un simple dîner où il m'aurait dit « Maman, assieds-toi, ce soir, c'est moi qui m'occupe de tout ». Mais ce n'est jamais arrivé. Ensuite, j'ai désiré que les enfants grandissent en se souvenant de moi comme d'une grand-mère présente. Mais maintenant, même cela semblait m'échapper. Les histoires que je racontais, remplacées par des tablettes, les broderies que je faisais, considérées comme démodées, les vieilles recettes, allergènes, grasses, inopportunes. Que restait-il de moi alors? Je devenais un écho. Cette femme qui lisait de la poésie dans le métro, qui connaissait par cœur les vers de Verlaine, n'était plus que la grand-mère qui a besoin de surveillance. Et pourtant, je continuais. Pourquoi? Parce qu'au fond, j'avais encore de l'espoir. L'espoir qu'un jour, Julien me regarderait non pas comme un coup, mais comme une racine. Que Nathalie, peut-être, reconnaîtrait mes efforts. Mais chacun de leurs gestes était comme un nouveau clou planté dans mon silence, jusqu'à ce que le désir change. Il a cessé d'être un désir de reconnaissance, pour devenir un désir de dignité, de liberté. Je me suis mise à rêver, en silence, d'une chose que je n'ai jamais avouée à personne. Je rêvais d'avoir mon propre coin à moi, un endroit où je pourrais accrocher mes vieux tableaux, faire mon café à ma façon, écouter ma musique sans écouteurs. Un coin, rien qu'à moi. Où je n'aurais pas besoin de marcher sur la pointe des pieds, où on ne me rappellerait pas que j'étais un fardeau, où je n'aurais pas besoin de demander la permission d'exister. Ça semble peu, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un qui a passé sa vie à se modeler sur les autres, c'est tout. Et quand j'ai entendu cette phrase prononcée par Julien, « Si tu ne veux pas finir en maison de retraite, trouve-toi un travail », j'ai compris que mon désir avait enfin trouvé une décision. Je ne voulais pas un travail, je voulais le respect. Et si pour cela je devais franchir cette porte sans me retourner, qu'il en soit ainsi, parce qu'une femme seule avec sa dignité vaut mieux, qu'une femme entourée de gens qui la traitent comme si elle était invisible. C'était un lundi, un de ceux où le ciel se lève gris et où la bouilloire siffle toute seule, comme si elle savait déjà que quelque chose allait basculer. J'avais passé le week-end avec les enfants. Nathalie était partie voir ses parents et Julien était resté travailler. C'est moi qui avais préparé le petit déjeuner, le déjeuner, qui avait donné le bain au petit Gabriel après une chute dans le jardin. J'étais redevenue une vraie grand-mère, entière. Et cela, aussi bref que ce fut, m'avait apporté la paix. Ce lundi-là, je me suis assise sur le canapé du salon avec une enveloppe à la main. C'était un vieux document, gardé au fond de mon tiroir. Je ne me souvenais même plus très bien de ce qu'il contenait, mais quelque chose m'a poussée à le prendre. Avant que je puisse l'ouvrir, Julien a descendu les escaliers. Il portait une veste, le pas pressé, une odeur d'après-rasage cher. « Maman, il faut que je te parle avant de partir. » J'ai levé les yeux, sans imaginer ce qui allait suivre. Il s'est assis dans le fauteuil, a croisé les jambes avec hâte. « On en a beaucoup parlé à la maison, et on pense que tu devrais peut-être envisager des alternatives. » « Quel genre d'alternative ?» ai-je demandé, tout en le sachant déjà. Il a pris une profonde inspiration. Une résidence, pas une maison de retraite. Quelque chose de moderne. Avec une assistance, des loisirs, des médecins à proximité. Je n'ai pas pu répondre. J'ai regardé autour de moi dans le salon, comme si je cherchais une caméra cachée. « C'est vraiment ce que tu es en train de me dire ?» Il n'a pas répondu. Nathalie est apparue en haut de l'escalier, les bras croisés, le regard ferme. « Ou ça, ou un travail, quelque chose pour t'occuper. Parce que rester ici toute la journée, juste à s'occuper de la maison, ce n'est plus tenable, Colette. » Je suis restée immobile, comme si le temps s'était figé autour de moi. L'enveloppe m'est tombée des genoux, glissant sur le sol. « Un travail ?» ai-je répété à voix basse. « Tu en es encore capable, » a dit Julien, en essayant de paraître encourageant. « Tu pourrais donner des cours particuliers, peut-être. Vendre quelque chose en ligne? Je ne sais pas. Autrement dit, si je ne contribue pas financièrement, je n'ai plus ma place ici. Ce n'est pas ça, a-t-il tenté de se rétracter. Mais la situation devient serrée et il faut que tu trouves une nouvelle fonction, a complété Nathalie.
Nouvelle fonction, comme si j'étais un appareil électroménager hors d'usage. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je me suis juste levée. J'ai ramassé l'enveloppe par terre et je suis montée en silence. Dans la chambre, je me suis assise au bord du lit et, les mains tremblantes, j'ai ouvert ce qui n'était jusqu'alors qu'un simple papier oublié. C'était une lettre, manuscrite, sur un papier épais et jauni. Une lettre de Juliette, une de mes anciennes élèves, avocate, qui avait réussi. Cette jeune fille silencieuse du dernier rang qui, un jour, m'avait dit qu'elle n'avait continué l'école que parce que je lui avais fait croire qu'elle en était capable. Dans la lettre, elle disait « Chère Colette, si vous lisez ces lignes, c'est que le moment est enfin venu d'utiliser ce que je vous ai laissé. J'ai une dette envers vous qu'aucun argent ne pourra jamais rembourser, mais je vous ai laissé ce que je pouvais. L'appartement de la rue de Courcelles est à vous. C'est dans mon testament. Il n'est pas grand, mais il est à vous. Éternelle gratitude. Juliette. » Les mots ont vacillé devant mes yeux. Un appartement? À moi? J'ai fermé les yeux. En bas, dans la maison, le bruit du mixeur. Dans ma tête, un son bien plus fort. Ma propre voix, pour la première fois depuis des années, qui voulait sortir. Je suis descendue lentement. Julien était déjà parti. Nathalie était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Elle m'a regardée avec un de ses sourires polis. « Tout va bien ?» J'ai hoché la tête. « Parfaitement. » Et à cet instant, tout a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est redressé. Je n'étais plus un poids, je n'étais plus une gêne, je n'étais plus une femme inutile qui devait se trouver une fonction. J'étais propriétaire d'un lopin de terre, maîtresse de mon histoire, et maintenant, maîtresse aussi de ma décision. La question n'était plus de savoir si je devais partir. La question était « quand ?» Le lendemain, je me suis assise à table pour le petit déjeuner comme toujours. La routine continuait. Le lait qui chauffait, l'odeur du pain dans le grille-pain. Manon dessinait au bout de la table. Gabriel bâillait encore, les cheveux en bataille. La scène semblait normale, familière, presque belle, jusqu'à ce que Nathalie apparaisse avec une brochure à la main. « Colette, voici le dépliant de l'endroit dont je t'ai parlé. » Elle l'a posé juste devant moi, comme on sert un dessert. « Quel endroit ?» ai-je demandé. Elle a souri, ce sourire de celle qui croit vous rendre service. « La résidence, tu te souviens ? Celle avec des activités pour le 3e âge, avec de la kiné, de la musique, du jardinage. » Julien est entré dans la pièce à ce moment-là, ajustant sa cravate. « J'ai pensé que ce serait bien que tu regardes les options calmement, » a-t-il dit en évitant mon regard. « Vu que tu n'as pas d'occupation définie. » Silence. Le mot « occupation » est resté en suspens dans l'air comme une fumée épaisse. J'ai regardé le dépliant. Des photos heureuses, des gens souriants, peignant en groupe, jouant au domino au soleil. Tout était très propre, très bien rangé, très impersonnel. « Vous avez déjà visité cet endroit ?» ai-je demandé en essayant de garder une voix stable. « Oui, c'est excellent. Il y a même un mini-cinéma, une salle de méditation. »« Une salle de méditation ?» ai-je répété en riant presque. Nathalie a ignoré mon ton. « Là-bas, tu aurais une routine et des professionnels prêts à toute éventualité. Ici, à la maison, nous n'arrivons pas à te donner toute l'attention dont tu as besoin. » Manon a levé les yeux de son dessin, confuse. « Grand-mère va déménager ?» Nathalie s'est penchée vers elle, lui caressant les cheveux. « Grand-mère va découvrir un nouvel endroit, très joli, où elle se fera de nouveaux amis. » Mon estomac s'est noué. Julien s'est assis en face de moi. « On y a beaucoup réfléchi, maman. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais on est arrivé à un point où ce n'est plus possible. » J'ai avalé ma salive. « Plus possible ? Tu as arrêté de travailler. Et on ne peut pas tout assumer tout seul. »« Assumer ?» ai-je murmuré. Il a acquiescé. « Nathalie finance les activités des enfants. Je gère les factures de la maison. Et maintenant, avec toi ici, sans travail, je fais la lessive, la cuisine, je m'occupe des enfants, j'organise la maison. » Ai-je commencé à dire, mais il m'a interrompu. « On ne te l'a pas demandé, tu le fais parce que tu le veux. » Les mots étaient tranchants, secs, précis, comme une lame aiguisée. Et, désolé d'être direct, mais passer la journée à la maison, à s'occuper des choses, ce n'est pas la même chose que de contribuer. Nathalie a ajouté tout bas. Ce n'est pas productif. Manon regardait de l'un à l'autre, les yeux déjà pleins de larmes. Gabriel jouait sans rien comprendre, mais l'ambiance avait déjà changé. « Je suis un poids, alors ?»
ai-je demandé. Personne n'a répondu. Julien a baissé les yeux sur sa tasse. Nathalie tripotait son téléphone. La scène a continué, comme si de rien n'était. Je me suis levée de ma chaise. Mes jambes ont flageolé, mais je suis restée droite. Je suis allée à la fenêtre. Le ciel était clair. Un de ces jours où le soleil ne réchauffe rien. Je suis revenue lentement à la table. J'ai pris le dépliant. J'ai observé attentivement chaque image plastifiée de sourire qui ne disait rien. Je l'ai reposée. Avez-vous déjà pris cette décision ou est-ce que vous me consultez? Julien a haussé les épaules. Ça dépend de toi. Si tu veux visiter, on prend rendez-vous cette semaine. Et si je ne veux pas, tu as une autre solution? Je suis restée silencieuse. Un instant, je n'ai entendu que le son de l'horloge de la cuisine. Tic, tac, tic, tac. Parce que, sincèrement, maman, je n'en peux plus. On a nos projets, on essaie de construire notre carrière. Et t'avoir ici, ça nous freine. Le mot a fait plus mal que n'importe quelle gifle. Freine. Moi, qui ai porté cet homme pendant 9 mois. Qui ai vendu mon alliance pour lui payer son uniforme? Qui ai dormi sur un banc d'hôpital quand il faisait de l'asthme? Qui ai tout abandonné pour l'élever seul après la mort de son père? Moi, maintenant, j'étais un obstacle, un poste de dépense imprévu. C'est donc ça, ai-je dit, presque sans voix, toute une vie, et maintenant je suis une ligne dans vos comptes mensuels. Julien s'est passé la main sur le visage, épuisé. Ne dis pas ça, maman. C'est juste la réalité. Nathalie a dit, d'un ton doucereux. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Là-bas, tu seras bien soignée. Comme une plante, n'est-ce pas? De l'eau, du soleil et du silence. Elle a forcé un sourire. Tu es dramatique. Manon pleurait doucement. Je me suis approchée d'elle, je me suis agenouillée et j'ai essuyé ses larmes avec mes doigts. Tout va bien, mon amour. Grand-mère t'aimera toujours, où qu'elle soit. Elle m'a serré fort dans ses bras. Julien s'est raclé la gorge. Il faut que j'y aille. Réfléchis, d'accord? Tu me diras. Il a pris sa mallette, les clés de la voiture et est sorti sans se retourner. Nathalie a débarrassé la table. J'ai monté les escaliers lentement et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie complètement seule. Pas parce que j'étais dans une chambre vide, mais parce que, là, j'ai compris que je ne faisais plus partie de cette maison. J'étais juste une pièce qu'ils essayaient de déplacer avec soin, pour ne pas paraître trop cruel. J'ai fermé la porte de la chambre avec douceur. Je n'ai même pas eu besoin de la verrouiller. Je savais que personne n'essaierait d'entrer. À ce stade, j'étais un vase, un bibelot ancien, quelque chose qu'on respecte de loin, mais que plus personne ne touche. Je me suis assise lentement au bord du lit et je suis restée là, mes mains sur mes genoux, mon dos voûté, la poitrine pleine d'éclat. Pendant quelques minutes, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas pensé. J'ai juste existé. Exister, quand on est ignoré, fait plus mal que n'importe quelle absence. Sur la table de chevet, un cadre photo. Moi et Julien, le jour de sa remise de diplôme. Mon visage illuminé de fierté. Le sien, un sourire nerveux, un peu de travers. J'ai regardé cette image comme si je voyais un inconnu. Où est passé ce garçon? Celui qui me réveillait en pleine nuit par peur de l'orage. Qui dormait agrippé au pan de ma blouse quand il avait de la fièvre? Qui avait promis de prendre soin de moi une fois adulte? Ce garçon n'était plus là. À sa place, il y avait un homme qui me voyait comme un problème. Ce n'est pas productif. Cette phrase résonnait dans ma tête, comme si ma valeur se mesurait en heures travaillées, en factures payées, en planning domestique. Comme si l'acte d'aimer avait perdu sa validité parce qu'il n'était plus rentable. Je me suis levée lentement et je suis allée vers l'armoire. J'ai ouvert la porte, les vêtements suspendus, alignés, organisés, certains que je ne portais même plus. J'ai pris un chemisier que j'avais cousu à la main, bleu, avec de petits boutons dorés. Je l'ai posé sur le lit, puis je me suis rassise, et enfin, j'ai pleuré. Pas des pleurs bruyants, désespérés. J'ai pleuré comme on débouche une vieille canalisation, lentement, avec un bruit contenu. Chaque larme était un souvenir. Chaque soupir, une petite renonciation que j'avais faite sans m'en rendre compte. Je me suis souvenue des nuits blanches, des goûters d'anniversaire que j'avais préparés seule, des réunions de parents d'élèves où j'étais la seule présente, des fois où j'avais renoncé à m'acheter quelque chose pour l'acheter à Julien, des heures supplémentaires à l'école pour lui payer son voyage scolaire. Tout cela,
était réel. Mais maintenant, face à cette proposition, tout semblait s'être transformé en poussière. Il ne se souvenait pas. Ou pire, il s'en souvenait et s'en fichait. Je suis allé au bureau et j'ai ouvert le tiroir où j'avais gardé la lettre de Juliette. Je lisais chaque ligne avec plus d'attention maintenant. Vous m'avez appris à ne pas accepter d'être traité comme moins que rien, à ne jamais oublier qui j'étais, même quand plus personne ne s'en souvenait. La lettre avait été écrite il y a des années, mais elle semblait avoir été écrite hier. Là, sur ce papier jauni, il y avait plus de reconnaissance que dans toute la maison, plus de respect que mon propre fils avait été capable de me donner. J'ai ajusté mes lunettes, j'ai respiré profondément, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était quelque chose qui bougeait sous la douleur, comme un muscle qui se réveille après être resté longtemps paralysé. C'était de la colère, pas la colère qui détruit, la colère qui relève, celle qui commence petite, comme une gêne, et qui grandit, prend forme, un nom et une direction. Je n'allais pas supplier, je n'allais pas discuter, je n'allais pas demander à rester. Ils avaient déjà décidé. La seule chose qui restait, c'était ce que j'allais en faire. Je suis allé devant le miroir, j'ai regardé mon visage, les rides, les marques d'expression, les yeux fatigués, mais vivants, plus vivants que jamais. J'étais toujours là, j'étais toujours Colette, la femme qui avait fait la queue aux urgences à 4 heures du matin avec son fils dans les bras, qui avait appris à cuisiner avec ce qu'elle avait, qui avait affronté le directeur de l'école quand Julien était harcelé, qui avait tenu la main de son mari jusqu'à son dernier souffle. J'étais cette femme. Et elle n'allait pas se laisser mettre au rebut comme un vieux meuble. J'ai fait 2 pas vers la valise, cette vieille valise en tissu bordeaux que je gardais au fond du placard. Je l'ai ouverte doucement. J'ai commencé à y mettre des vêtements, peu, ceux qui me faisaient me sentir bien. Une robe à fleurs, un manteau beige, une paire de chaussons. J'ai aussi pris le recueil de poésie qu'on m'avait offert pour mes 50 ans, et la photo des enfants, pas par attachement, mais parce que l'amour que je ressens pour eux est à moi, et personne ne me l'enlèvera. J'ai regardé autour de moi. La chambre semblait plus petite, plus vide, ou peut-être étais-je devenue plus grande. Je suis sortie de la chambre. Je suis allée à la cuisine. La maison était silencieuse. J'ai pris ma tasse préférée. Je me suis servi une tisane, et je me suis assise sur le balcon. Le soleil commençait à se coucher. La lumière dorée frappait le carrelage et rendait tout plus calme. Là, dans ce silence, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me justifier, ni donner d'explication. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, c'était mon tour. Et cette fois, j'allais choisir pour moi. Parce que, avant d'être mère, grand-mère, habitante de leur maison, j'étais quelqu'un qui méritait d'exister pleinement. Le lendemain, je me suis réveillée avant le soleil. Le ciel était encore sombre et la maison silencieuse. Je me suis levée du lit avec une sorte de fermeté nouvelle. Ce n'était pas de la hâte, c'était de la précision. J'ai pris une douche, j'ai mis un chemisier que je portais rarement, ce bleu clair à boutons ronds. Je le gardais toujours pour une occasion importante. J'ai pensé que ce matin-là en valait la peine. J'ai pris mon sac, la lettre de Juliette pliée avec soin, et je suis sortie sans faire de bruit. Le portail a grincé doucement, presque complice. J'ai appelé un VTC et je suis descendue à l'adresse imprimée en bas de la lettre. Le cabinet d'avocat, modeste, discret, mais bien situé. À la réception, une jeune femme m'a accueillie avec un sourire aimable. « Madame Colette, Maître André vous attend. » André était l'associé de Juliette. Jeune, mais avec des yeux qui en avaient déjà beaucoup vu. « Vous avez été bien trop importante pour Juliette, » m'a-t-il dit dès qu'il m'a vue. Elle parlait de vous comme on parle d'un phare au milieu de la tempête. Je me suis assise, sans savoir exactement par où commencer. Elle m'a vraiment laissé un appartement ? Il a hoché la tête, ouvrant le dossier devant lui. Entièrement payé, les papiers sont à votre nom. Il est petit, mais très bien situé. Il est même déjà meublé. J'ai avalé ma salive. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Il m'a regardé dans les yeux. Parce que vous avez changé sa vie. Silence. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais passé des années à être traitée comme une invisible. Et là, un inconnu me disait que j'avais été un phare dans la vie de quelqu'un. Il y a aussi une somme à la banque. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant pour une vie digne et autonome. J'ai signé les papiers d'une main ferme. Je n'ai pas tremblé, parce qu'à cet instant, je n'étais plus une ombre.
J'étais quelqu'un avec une base solide, avec un choix. Je suis sorti de là avec les clés de l'appartement en main et un nouveau dossier contenant les documents. Le soleil commençait déjà à chauffer l'asphalte. J'ai regardé le ciel et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire d'euphorie, c'était un sourire silencieux, de celle qui connaît un secret. Sur le chemin du retour, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter une rue avant la maison. Je voulais marcher, sentir le vent, entendre mes pas. Ils avaient encore un son. Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Nathalie dans la cuisine. Elle m'a regardée comme si elle calculait un temps de réaction. « Vous êtes sortie tôt aujourd'hui. » J'ai acquiescé, rangeant soigneusement le dossier dans mon sac. J'avais des affaires à régler. Elle n'a pas demandé quoi. Peut-être par désintérêt, peut-être par peur. Je me suis préparé ma tisane. Je me suis assise à table avec mon carnet de notes sur les genoux. À partir de là, j'ai commencé à tout organiser. J'ai fait des listes, des dates, des adresses, j'ai vérifié ce que j'emporterais, ce que je laisserais. Tout avec calme, sans emportement. C'était comme assembler un puzzle. Chaque pièce devait s'emboîter au bon moment. Le soir, Julien est rentré fatigué du travail. Nathalie s'est approchée pour lui dire que sa mère était sortie sans dire où. Il n'a rien commenté. Il ne m'a rien demandé. Comme d'habitude, il est resté silencieux. Un silence qui maintenant ne m'atteignait plus. Parce qu'à l'intérieur de moi, un autre son grandissait. Un son que je n'avais pas entendu depuis des années. Le son de la décision. J'ai passé les jours suivants comme d'habitude, préparant les goûters, faisant les lessives. Mais quelque chose en moi était déjà différent. J'étais comme un navire qui a déjà levé l'ancre, attendant seulement la bonne marée. Le soir, je relisais la lettre de Juliette. Chaque mot était un rappel. Je n'étais pas jetable. Je n'étais pas trop vieille, ni inutile. J'étais une racine, et j'étais prête à pousser à nouveau, sur un autre sol. En fin d'après-midi, je suis allée à l'immeuble de l'appartement. Je suis montée à l'étage indiqué. Le concierge m'a ouvert la porte. C'était simple. Un petit salon, un canapé 2 places, une bibliothèque avec des livres, dans la cuisine, des ustensiles neufs, dans la chambre, un lit fait, des draps à fleurs et une grande fenêtre qui donnait sur un square arboré. Là, j'ai respiré. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré profondément. Et j'ai su. Cet endroit était à moi. Pas parce qu'on me l'avait donné, mais parce qu'il était fait pour moi. Je suis rentrée chez moi tranquillement. Et j'ai gardé la clé dans une enveloppe, au fond du dernier tiroir de la commode. Je savais déjà ce que j'en ferais. Il fallait juste attendre le bon moment. Parce que, quand ce jour arriverait, il verrait. Et il n'y aurait pas d'avertissement. Juste une porte qui s'ouvre et une autre qui se ferme. À leurs yeux, j'étais la même. Je continuais à préparer le café, à trier les uniformes, à réchauffer la soupe quand un des petits-enfants toussait. Mais à l'intérieur, chaque geste était un adieu. Chaque tasse lavée, chaque serviette pliée, chaque pyjama rangé. Tout était fait pour la dernière fois. Nathalie continuait de m'ignorer avec élégance. Et Julien, Julien se cachait dans la routine comme toujours. Il ne me regardait plus dans les yeux depuis des semaines. Ne me demandait pas comment j'allais. Ne me disait pas bonsoir. Mais je n'attendais plus cela. J'étais trop occupée à reconstruire mon silence. J'ai commencé à sortir plus fréquemment. « Où vas-tu, maman ?» a-t-il demandé un samedi matin. « Marcher un peu, prendre l'air. » Il a hoché la tête, sans lever les yeux de son téléphone. En réalité, il ne voulait même pas savoir. Il était juste surpris que j'ai encore la force de sortir. Et je sortais vraiment. Je me promenais aux alentours de mon futur chez moi. J'observais les arbres du square, les personnes âgées jouant à la belote, les enfants courant en fin d'après-midi. Chaque scène était un rappel qu'il y avait une vie en dehors de cette maison qui ressemblait maintenant plus à une cellule confortable. J'ai commencé à ranger de petites choses. Ma broche ancienne, les boucles d'oreilles en perles que j'avais reçues pour mes 40 ans, un livre gribouillé par Manon, tout en silence, rien de voyant, parce que l'adieu que je préparais ne serait pas dramatique. Il serait digne. Un soir, Nathalie a commenté « Vous avez l'air plus enjoué ces derniers temps. » J'ai souri. J'ai peut-être redécouvert ce que c'est que de vivre. Elle est restée décontenancée. Julien a fait semblant de ne pas entendre. L'atmosphère était différente. Il le sentait. Il ne savait pas quoi, mais il le sentait. Parce que ma présence, autrefois si soucieuse de plaire, était maintenant neutre, sereine. Je ne discutais pas. Je ne confrontais pas.
J'observais seulement. La semaine suivante, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice de l'ancienne école où j'avais enseigné. Je voulais faire don de quelques livres. Quand je suis arrivée, on m'a accueillie avec des accolades. « Madame Colette, je pensais que vous aviez disparu. Je m'étais juste un peu cachée. Mais maintenant, je réapparais. Je suis rentrée chez moi le cœur léger. Ils ne le savaient pas, mais c'était ma répétition générale. Le monde extérieur à leur maison se souvenait encore de moi. Et moi, petit à petit, je me souvenais aussi de moi-même. Ce soir-là, pendant que Nathalie faisait la vaisselle, elle a commenté nonchalamment. « Avez-vous pensé à la résidence ? On peut programmer une visite. »« Ce ne sera pas nécessaire, » ai-je répondu d'une voix calme. Elle a arrêté de frotter l'assiette, a regardé du coin de l'œil. « Ah, vous avez donc décidé de chercher quelque chose de plus près ? J'ai décidé que ma place n'est pas là où l'on me tolère. » Elle n'a pas répondu. Et pour la première fois, j'ai remarqué sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu, de l'inconfort. Au fond, elle savait. Elle savait que je n'appartenais pas à ce coin de la maison, mais elle savait aussi que sans moi, quelque chose y perdrait son axe. Le lendemain, Julien est arrivé avec un air fatigué. Il a jeté son sac sur le canapé. « Maman, tout va bien ?» Je l'ai regardé. La première fois qu'il me le demandait depuis des mois. « Oui, mon fils, mieux que jamais. » Il a semblé soulagé, mais inquiet. Il le pressentait. Il commençait à ressentir mon manque, avant même de m'avoir perdu. Et moi, j'observais tout avec la patience de celle qui coud une nouvelle robe avec un fil solide. Je savais que le jour approchait. Je savais que la valise que je laissais à côté de l'armoire serait bientôt la dernière à sortir de là. Je savais que la clé dans l'enveloppe m'attendait. Il ne manquait qu'un son, un son qui changerait tout, le klaxon. Il viendrait. Et quand il viendrait, il comprendrait. Mais alors, il serait trop tard. Le matin où tout est arrivé, le ciel était clair, un bleu profond, sans nuages. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai senti le vent caresser mon visage avec légèreté. C'était comme si le monde lui-même, silencieusement, me disait « C'est aujourd'hui ». Je me suis levée doucement. J'ai pris ma douche, calmement. J'ai choisi ma robe préférée, celle en lin blanc, que j'avais toujours gardée pour une occasion qui ne venait jamais. Aujourd'hui était cette occasion. Je me suis préparé ma tisane. J'ai coupé 2 tranches de pain. J'ai mis la table, comme chaque jour. Mais quelque chose dans le silence de la maison était différent. Les enfants dormaient encore. Nathalie est descendue la première. Elle s'est arrêtée en me voyant prête, maquillée, les cheveux relevés. « Tu sors ?» a-t-elle demandé, sans cacher son étonnement. « Oui. Tu as besoin de quelque chose ?»« Non. » Julien est apparu juste après. Il avait les yeux cernés. Il avait mal dormi. « Tout va bien, maman ?» J'ai hoché la tête. « Tout est en ordre. » Ils se sont regardés, comme s'ils sentaient que quelque chose leur échappait. Mais ils n'ont rien dit. J'ai fini ma tisane. J'ai porté la tasse à l'évier. Je suis retournée au salon et je me suis approchée de la bibliothèque. J'ai sorti une grosse enveloppe du tiroir. « Julien, il y a quelque chose que je veux te donner. » Il a pris l'enveloppe, confus, l'a ouverte. À l'intérieur, les papiers. Acte de succession. Titre de propriété du nouvel appartement. Relevé bancaire. Il a lu en silence. Nathalie s'est approchée par derrière, essayant de jeter un coup d'œil. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, sans encore comprendre. « C'est la liberté. » « Je ne comprends pas. Un appartement. À moi. Un héritage que j'ai reçu. Il est déjà à mon nom. Meublé. Silence. Je n'avais pas besoin de rester ici, ai-je continué. J'ai choisi d'aider. J'ai choisi d'aimer. J'ai choisi de prendre soin. Mais, a tenté de dire Nathalie, mais je l'ai interrompue. Vous m'avez offert la brochure d'une maison de retraite. Je vous rends la politesse avec une clé. J'ai pris le trousseau que j'avais dans mon sac. Je l'ai tendu à Julien. Voici la clé de ma nouvelle maison. Il n'a pas bougé. Il est resté là, planté, comme si les mots n'avaient pas de sens. Tu pars ? Oui. Nathalie a essayé de sourire. Un de ces sourires défensifs. Mais, et les enfants ? Ils sentiront mon manque. Mais ils s'en remettront. Comme je m'en suis remise quand j'ai cessé d'exister dans cette maison. Julien a finalement parlé, la voix brisée. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant ? Parce que ce n'était pas pour demander la permission. C'était pour prévenir. Je me suis dirigée vers l'escalier. Je l'ai monté d'un pas ferme. Dans la chambre, ma valise était déjà prête. Je suis redescendue avec, la traînant doucement sur les marches en bois. Les enfants s'étaient réveillés.
Manon me regardait depuis la porte du couloir, l'air effrayé. « Grand-mère, tu t'en vas ?» Je me suis agenouillée. J'ai pris ses petites mains. « Grand-mère va habiter ailleurs maintenant. »« Mais tu reviens, n'est-ce pas ? Peut-être. Si un jour tu veux me rendre visite, je t'attendrai. » Avec un gâteau au chocolat. Et des histoires. Elle a pleuré doucement. Je lui ai embrassé le front. J'ai serré le petit Gabriel dans mes bras. Et puis, j'ai entendu le klaxon. Dehors. Ponctuel. Bref, 2 fois. Je me suis relevée calmement. Je suis allée à la porte. Je l'ai ouverte. Et il était là. Michel. Le même sourire que lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université. Le même regard qui m'a toujours vue entièrement. Il est descendu de la voiture avec élégance. Il est venu vers moi. « Tu es prête ?» J'ai hoché la tête. Julien est apparu sur le seuil. C'est qui ? Un vieil ami. Quelqu'un qui se souvient de qui je suis. Nathalie était blême. Michel a pris ma valise avec légèreté. Il a ouvert la portière de la voiture. Avant d'entrer, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Le salon où j'ai lavé le sol 1000 fois. La cuisine où j'ai préparé des repas jamais complimentés. La chambre où j'ai apaisé tant de pleurs. Rien de tout cela ne m'appartenait. Ça ne m'a jamais appartenu. Je suis montée dans la voiture. Michel a fermé la portière avec soin. Julien était toujours là, immobile. « Maman », j'ai tourné le visage. « Pas maintenant, Julien. » Il a baissé les yeux. Il n'y avait plus rien à dire. Michel a démarré la voiture et nous sommes partis. Le portail est resté derrière, la maison aussi. Mais pour la première fois depuis des années, j'emportais avec moi quelque chose qui n'avait jamais eu sa place là-dedans, ma dignité. Et elle était bien trop grande pour tenir dans cet endroit. Si cette scène a fait vibrer quelque chose en vous, aimez la vidéo et commentez ici. Je me suis déjà sentie comme ça. Vous n'êtes pas seul. Et quand on se reconnaît dans la douleur de l'autre, la guérison commence. Transformons le silence en force. Ensemble. La voiture a roulé en silence pendant les premières minutes. Michel, avec son calme habituel, se contentait de conduire. Le bruit de la ville commençait à s'éveiller autour de nous. Mais à l'intérieur, tout était silence et paix. Une paix étrange, nouvelle. Je la sentais dans ma poitrine, mêlée à un nœud difficile à nommer. Quand j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu la maison rapetissée, le portail déjà fermé, Julien debout, immobile, Nathalie à l'intérieur, sans même un adieu, les enfants, derrière le rideau du couloir. Mon cœur s'est serré. Mais je n'ai pas reculé. Michel respectait mon temps. Il n'a rien demandé. Il a juste tendu la main, d'un geste doux, et a touché la mienne. C'était un contact léger, sans attente, sans hâte. « Tout va bien, Coco », a-t-il dit. « Tu as fait ce qu'il fallait faire. » J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas encore entièrement confiance à ma voix. En arrivant au nouvel appartement, Michel s'est garé devant l'immeuble. Le concierge, déjà prévenu, a ouvert le portail avec un sourire cordial. « Bienvenue, Madame Colette. Nous sommes montés. » Michel a porté la valise sans me laisser la toucher. La porte de l'appartement s'est ouverte. À l'intérieur, tout sentait encore le neuf. Le commencement. Je suis entrée comme on pénètre en terre sainte. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir les fenêtres. L'air du matin a envahi la pièce avec douceur. Le rideau a flotté et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré profondément. « Tu veux que je reste un peu ou tu préfères te reposer ?» a demandé Michel avec gentillesse. « Reste un peu, s'il te plaît. » Il a acquiescé. Nous avons fait du café. J'ai mangé lentement. La table était petite, mais il y avait de la place. Une place qui n'était qu'à moi. Nous avons parlé de banalités. Le temps, les voisins, le square. Mais au fond de moi, je le savais. Tout avait changé. Le soir même, le premier message de Julien est arrivé. « Tu es bien arrivé ?» J'ai répondu des heures plus tard. « Oui, pas un mot de plus. » Le lendemain, un autre message. « Maman, les enfants ont demandé après toi. » J'ai souri. « Dis-leur que leur grand-mère va bien et qu'elle les aime très fort. » Pas de réponse. 2 jours plus tard, Nathalie a écrit. « Quand comptes-tu revenir chercher le reste de tes affaires ? » « Je ne compte pas revenir. Vous pouvez les donner ou garder ce que vous voulez. » La réponse fut sèche. Entendu. Silence. C'était ça. Ils étaient habitués à ma présence, mais ne l'avaient jamais appréciée. Maintenant, avec l'absence, ils sentaient le poids de l'espace vide. J'ai appris, par une ancienne voisine que j'ai croisée au marché, que l'ambiance à la maison était plus tendue. Julien rentrait plus tôt du travail. Nathalie était plus silencieuse.
Manon pleurait la nuit. Ça me faisait mal de le savoir. Mais je ne me sentais pas coupable. J'avais essayé. Pendant des années, j'avais essayé. Un matin, Michel est arrivé avec des fleurs, un bouquet de tournesol. Pour illuminer encore plus cette nouvelle maison, a-t-il dit. Je l'ai serré dans mes bras, longuement, en silence, et il a compris. Quelques jours plus tard, un autre message de Julien. « Maman, Manon voudrait t'appeler, on peut ?»« Bien sûr. » Le soir, le téléphone a sonné. « Mamie ?» La petite voix de ma petite fille m'a bouleversée. « Tu me manques. Toi aussi, mon amour. Tu vas revenir ?» J'ai avalé ma salive. « Non, mais je serai là. Toujours. Tu peux m'appeler quand tu veux. »« D'accord, je t'ai dessiné dans le jardin, avec une fleur dans les cheveux. » J'ai souri. J'ai fermé les yeux. « Un jour, je veux voir ce dessin, tu sais ? » « D'accord, je t'aime. »« Je t'aime aussi. » La communication s'est coupée. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je savais que c'était un nouveau départ, un lien différent, plus vrai, plus libre. À partir de là, les messages de Julien se sont espacés. Il ne savait pas comment se comporter avec moi maintenant. Pas avec cette figure silencieuse qui faisait la vaisselle, mais en tant que femme, indépendante, libre. Je n'ai rien exigé. Je n'attendais plus rien. Ma vie a commencé à se remplir d'autres couleurs. Je me suis liée d'amitié avec les voisines. J'ai découvert un marché près de la place. J'ai repris la lecture de mes livres préférés. J'ai commencé un cours d'artisanat à la maison de la culture du quartier. Et Michel, il a été à mes côtés tous les jours, il n'a pas été envahissant, il ne s'est pas imposé, il a simplement été là, et c'était plus que suffisant. Un dimanche après-midi, nous étions assis sur le balcon. Le ciel était orangé. « Tu sembles être une autre », a-t-il commenté. « Peut-être que je le suis, ou peut-être que je suis juste redevenue celle que j'étais un jour. » Il a souri. « J'espère que maintenant, tu resteras. » Je suis restée, et je suis restée entière. Quelques mois ont passé. À Noël, Julien a envoyé des fleurs. Une carte avec 3 mots. « Joyeux Noël, maman !» J'ai serré le bouquet avec tendresse. Je l'ai posé sur la table, mais je n'ai pas répondu. Nathalie ne s'est pas manifestée. Les enfants, avec l'aide de l'école, m'ont envoyé des cartes avec des dessins. Celles-là, oui, je les ai gardées, dans la plus belle boîte de l'appartement. Ils ne m'ont pas perdu par orgueil, ils m'ont perdu par négligence. Et quand ils s'en sont rendus compte, il était trop tard. Aujourd'hui, ma nouvelle maison est vivante. Pas de bruit, mais de présence, de paix, avec une odeur de tarte aux pommes et de café frais. Michel passe parfois la nuit. D'autres fois, seulement la fin d'après-midi. Sans obligation, sans exigence. Juste 2 adultes qui ont compris, chacun à sa manière, que l'amour n'exige pas un sacrifice éternel. Il respecte, il écoute, il accueille, et surtout, il libère. La dernière fois que j'ai parlé à Julien, il m'a demandé « Tu es heureuse maintenant ?» J'ai répondu calmement « Je suis libre ». Il est resté silencieux. Puis il a murmuré « Pardonne-moi, je te pardonne. » Mais je ne reviens pas. Pourquoi ? Parce que pour pardonner, je n'ai pas besoin de retourner dans la même douleur. J'ai juste besoin d'avancer, sans en porter le poids. Silence à nouveau. Et après ça, plus rien n'a été dit. Je lui ai pardonné. Mais j'ai gardé mes distances. Parce que maintenant, mon cœur a des barrières. Et n'entre que celui qui comprend que là, à l'intérieur, vit une femme entière. Pendant longtemps, j'ai confondu l'amour avec l'absence de limites. J'ai cru qu'aimer signifiait me taire, me modeler, m'effacer. J'ai cru que, si je me donnais entièrement, à un moment donné, le monde me le rendrait sous forme de reconnaissance, ou, du moins, de gratitude. Mais la vérité, c'est que celui qui s'habitue à recevoir sans donner n'apprend jamais à remercier. Et c'est moi qui leur ai appris ça, sans le vouloir, chaque fois que je souriais après une impolitesse. Chaque fois que je disais « ce n'est pas grave », alors que ça l'était. Chaque fois que je lavais des assiettes que je n'avais pas salies et que je gardais des rancœurs qui ne m'appartenaient pas. J'ai fini par croire que ma valeur venait de mon utilité. Et plus je servais, moins on me voyait. Je n'ai pas vu le moment où j'ai cessé d'être la femme forte qui élevait seule son fils pour devenir la présence discrète qui se faufilait dans les coins de la maison. La vérité, c'est que j'ai disparu petit à petit. Comme si quelqu'un avait baissé la lumière à l'intérieur de moi jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une silhouette. Mais un jour, même la silhouette se lasse. Même l'ombre désire le soleil. C'est ce jour-là,
à ce moment précis où j'ai entendu de la bouche de mon propre fils la phrase « Où tu te trouves un travail, où tu vas en maison de retraite », que tout s'est éclairci. Ce n'était pas seulement l'ingratitude qui parlait, c'était le reflet de ce que j'avais moi-même permis. Parce que oui, j'ai permis qu'on m'éteigne. Et c'est ce qui m'a fait le plus mal en le réalisant. Mais vous savez, la douleur aussi est une enseignante. Et ce qu'elle m'a appris était simple, direct, presque brutal. Si je ne me voyais pas moi-même, personne d'autre ne le ferait. Si je ne me respectais pas moi-même, personne d'autre ne le ferait. Si je ne m'aimais pas moi-même, je continuerais d'attendre de l'amour là où il n'y avait que de la commodité. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je vois une autre femme, plus celle qui attendait assise une approbation, mais celle qui s'est levée et est partie sans faire de scandale, sans élever la voix, sans s'excuser, et c'est ainsi, en silence, que j'ai retrouvé ma voix. Aujourd'hui, ma routine est simple. Je me réveille quand le soleil touche le rideau de ma chambre. Je me lève doucement, je mets de l'eau à chauffer et je prépare mon café tranquillement, sans hâte, sans obligation. Mon balcon est devenu mon endroit préféré de la maison. De là, je vois le square, les enfants qui courent, les personnes âgées qui marchent, bras dessus, bras dessous, et le monde qui suit son cours, sans que j'aie besoin de lui courir après. Le temps, qui me semblait autrefois un ennemi constant, est maintenant mon allié. Et pour la première fois, il s'écoule à mon rythme. Les messages de Julien sont devenus de plus en plus rares. Ils sont cordiaux, ponctuels. « Maman, j'espère que tu vas bien. Les enfants t'embrassent. » Je réponds avec gentillesse, toujours, mais jamais avec nostalgie. La nostalgie que je ressentais s'est transformée en respect pour moi-même, pas par orgueil, mais par compréhension. J'ai compris que ce n'est pas mon rôle d'essayer de réparer ce que les autres ne veulent pas voir. Manon et Gabriel appellent encore de temps en temps. Elles me racontent l'école, me montrent ses dessins. Ils parlent de ses cours de natation. Ce sont des appels brefs, doux. Ils suffisent à maintenir allumée la flamme que je porte pour eux. Un amour sans poids, sans culpabilité. Nathalie n'a plus jamais écrit. Et c'est très bien comme ça. Elle a toujours préféré le silence, après tout. Aujourd'hui, ma maison sent le gâteau dans le four, a des plantes aux fenêtres et des livres éparpillés dans le salon. Michel vient presque tous les jours. Il apporte des fleurs, des journaux, de nouvelles histoires. Parfois, il s'assoit simplement avec moi en silence, chacun avec sa tasse de thé. Et ce silence, celui-ci, oui, est bon. Parce qu'il est léger, il est complice, il n'exige rien. Il est différent de ce silence glacial de la maison où j'ai vécu pendant des années. Ici, le silence m'accueille. Il ne m'écrase pas. Parfois, je pense à tout ce que j'ai laissé derrière moi, mais pas avec tristesse. J'y pense avec sagesse. Chaque larme, chaque mépris, chaque fois qu'on m'a traité de fardeau, a été, en réalité, une impulsion pour que je retrouve qui j'étais. Et qui j'étais était là depuis le début. J'avais juste besoin d'espace pour respirer. Aujourd'hui, j'ai cet espace. Et j'y fleuris. Pendant de nombreuses années, j'ai pensé qu'être mère était synonyme d'être éternelle. J'ai cru que mon rôle était de me donner sans mesure, d'attendre sans rien exiger, d'aimer même sans retour. Mais un jour, la réalité m'a réveillée avec une phrase froide. Où tu te trouves un travail, où tu vas en maison de retraite. Là, j'ai compris que l'amour, quand il n'est pas vu, devient un poids. Et que même le cœur le plus fort se lasse de battre pour ceux qui n'écoutent pas. Si vous vous êtes déjà senti oublié, dévalorisé, mise de côté comme si votre histoire n'avait pas d'importance, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Et plus encore, vous pouvez recommencer. Peu importe l'âge, peu importe depuis combien de temps vous vous mettez au second plan. Recommencer est possible. Mais n'attendez pas d'applaudissements, ni d'invitations. La liberté arrive quand on décide qu'on mérite mieux. Plus de respect, plus de bon silence, plus de présence réelle, plus d'amour qui n'exige pas le sacrifice en paiement. Et quand cette décision arrive, tout change. La maison peut rester la même, les gens aussi, mais vous n'êtes plus celle qui se courbe pour trouver sa place. Vous vous levez, vous partez, vous apprenez à vous voir avec les yeux que les autres ont refusé d'utiliser. Et c'est là que le respect commence, à l'instant où vous vous choisissez. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous aussi vous avez été traité comme un fardeau,
Si quelqu'un vous a fait croire que vous valiez moins parce que vous aviez déjà trop vécu. Écrivez ici dans les commentaires. Je ne suis pas un fardeau, je suis une histoire vivante. Partagez cette vidéo avec une femme que vous aimez. Une qui a besoin de se souvenir que l'âge ne diminue la valeur de personne. Au contraire, il ne fait que révéler qui a toujours été forte, même en silence.